Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir François Lanoé, qui est notre expert comptable partenaire. Il sera plus à même à répondre aux questions que se posent les investisseurs sur la fiscalité immobilière. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, effectivement François Lanoé, expert comptable. J'ai toute une partie de mon activité qui a trait autour de l'investissement immobilier, essentiellement l'investissement immobilier locatif et peut-être plus particulièrement encore sur le sujet du jour qui est la location meublée. Merci pour ta présentation. Cette vidéo, en fait, elle est destinée aux personnes qui sont soit déjà propriétaires d'un bien immobilier et qui s'intéressent au régime LMNP, ou des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et qui s'intéressent à ce régime. On va passer vraiment tout en revue avec les points forts, les points faibles de ce régime, les limites et également le coût qu'engendre de passer avec ce régime. On va commencer par la première question, enfin peut-être quelque chose de simple, c'est tout bêtement quelle est la définition du LMNP? Alors effectivement, LMNP, location meublée non professionnelle, qu'est-ce que c'est? Dans la location de façon générale, soit on loue un bien en location nue, soit on loue en location meublée. Donc pour faire du LMNP, c'est forcément sur de la location meublée à usage d'habitation. Donc pas de location nue, pas de location professionnelle. Très bien. Ça, c'est la première chose. On a une liste bien précise qui nous est fournie d'éléments obligatoires pour pouvoir prétendre à faire de la location meublée non professionnelle. C'est pas très compliqué. Si on veut, on peut en mettre davantage. Par exemple, on peut mettre de la Wi-Fi dans un bien qui est donné en location meublée avec le régime fiscal de la location meublée non professionnelle, mais c'est pas une obligation. La télé, c'est pareil. Par contre, faut des couverts, faut des casseroles, faut des volets dans les fenêtres. Il faut que ce soit vraiment de la location meublée. Il faut qu'en fait la personne, quand elle arrive dans son logement, elle puisse vivre sans être obligée d'acheter quelque chose pour soit entretenir son logement, soit pouvoir se faire à manger ou pour pouvoir dormir. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ok, très bien. Donc, ce que je tiens quand même à préciser, je le dis très régulièrement, mais assurez-vous qu'il y a une vraie demande locative sur le marché immobilier sur lequel vous vous intéressez pour le meublé. Effectivement, on va y venir, mais l'avantage de la location meublée, c'est essentiellement un avantage fiscal qu'on va vous présenter. Après, faire de la location meublée dans une maison en zone rurale, ça a peu de sens. On sait bien que la location meublée, c'est essentiellement sur des petites surfaces, essentiellement en zone urbaine. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous citer un petit peu les avantages et les inconvénients du régime? Alors, le gros avantage, c'est un avantage fiscal. C'est-à-dire que sur les revenus qu'on va déclarer aux impôts, on va bénéficier d'une mécanique fiscale qui fait qu'on va pas avoir ou avoir une fiscalité très légère. Donc ça, le gros avantage de la location meublée, c'est celui-ci. Au rang des inconvénients, a priori, j'en vois pas tant que ça. Peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que malgré tout, on a un bail qui est différent d'un bail de location nue. On n'a pas la même durée de bail. On est sur des baux de 1 an contre 3 ans. On n'a pas les mêmes dépôts de garantie. On a un dépôt de garantie qui généralement est 2 mois de loyer contre 1 mois de loyer en location nue. Alors, ça s'explique assez facilement. Il y a plus d'équipements dans le logement. Donc, en tant que propriétaire, on a un dépôt de garantie qui est plus élevé parce qu'il y a potentiellement plus de risques de dégradation, de casse, etc. C'est pas vraiment des inconvénients, c'est plutôt des différences. Peut-être une contrainte, la contrepartie de l'avantage fiscal, c'est que bien souvent, quand on fait de la location meublée, on est au régime réel et du coup, il y a une comptabilité à tenir. On le verra, une comptabilité qui est relativement peu coûteuse, mais ça engendre un peu de papier à traiter. Alors, comparé à la fiscalité que ça pourrait engendrer dans d'autres régimes fiscaux, c'est pas grand-chose, mais pour certains, c'est quand même une contrainte d'avoir ce suivi administratif là à faire. D'accord, ça on va revenir tout à l'heure. Tu as parlé d'un avantage fiscal, tu peux nous aller un petit peu plus en profondeur, nous dire pourquoi c'est avantageux? Oui, bien sûr. La mécanique, c'est qu'on a le droit à un amortissement. Alors, un amortissement, pour ceux qui connaissent pas, quand on fait un investissement, fiscalement, on le passe pas en charge sur 1 an, on le déduit par le biais des amortissements dans le temps. Si je fais un parallèle, je suis un transporteur, j'achète un camion 50 000 €, je l'utilise sur 5 ans, et l'année où je l'achète et les années suivantes, je déduis fiscalement 10 000 € tous les ans, et non pas 50 000 € la première année. En location meublée non professionnelle, c'est la même chose, mais sur la base
de la valeur investie. Alors s'il y a une mécanique où il y a une partie de terrain qui n'est pas amortissable, et puis après on a différents composants qu'on amortit sur des durées différentes, mais l'intérêt fiscal de l'allocation meublée non professionnelle au régime réel, c'est bien l'amortissement, puisqu'on va déduire fiscalement notre investissement sur la durée de détention. Et ça, indépendamment du mode de financement, pas confondre l'amortissement comptable, l'amortissement fiscal, qui est une chose, et l'amortissement d'un emprunt. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait amortir fiscalement un bien qu'on achète cash. D'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre, parce que pour un camion, on le comprend mieux, on voit qu'il s'use. Pour un bien immobilier, bien souvent, le bien immobilier va se valoriser avec le temps. Donc c'est très difficile de comprendre qu'en fait, on puisse pratiquer un amortissement. C'est pas pour ça qu'on dit que finalement, c'est une niche fiscale. Non, c'est une mécanique fiscale qui existe aujourd'hui. On aurait tort de se priver de l'exploiter. Et vraiment, le principal avantage, c'est celui-ci. Alors après, il y a plusieurs régimes fiscaux dans la location meublée non professionnelle. Il y a le régime micro et le régime réel. L'amortissement s'applique dans le régime réel. Ce qui est bien, c'est de voir en amont quel est le régime fiscal le plus intéressant entre du micro d'un côté, du réel de l'autre. Bien souvent, c'est plutôt le régime réel qui est intéressant, je dirais, sauf dans deux cas. Quand on est un meublé de tourisme classé, où on a un abattement à 71%, et souvent on est sur des belles rentabilités. Donc ça peut être parfois plus intéressant d'être en régime micro, mais dans la plupart des cas, sur des investissements, prix d'investissement standard et loyer standard, on a un intérêt fiscal à être au réel. Dans tous les cas, faut se faire accompagner, faut poser les chiffres et savoir quel est le régime le plus adapté. D'accord, très bien. Pour être pragmatique, ce que je vois, c'est que si vous achetez vraiment une petite studette, vous avez très très peu de revenus. Quand ensemble on fait les calculs, c'est vrai que le régime réel n'est pas toujours le plus approprié, mais à partir du moment où vous commencez à investir dans une grande ville, même si c'est un studio, là en général, on fait les calculs, malgré les coûts qu'engendre cette comptabilité en fait, et ce bilan qu'il faut faire chaque année, c'est quand même souvent plus avantageux. Alors le coût de la comptabilité, il rentre pas tellement en ligne de compte parce qu'il est négligeable par rapport au montant des amortissements. Si c'est le coût de la comptabilité qui est un frein, généralement c'est que l'investissement était pas très judicieux. Donc on a généralement pas de sujet là-dessus. C'est vraiment de se dire entre mon prix d'investissement ou la valorisation de mon bien, les loyers perçus, quelle fiscalité je vais avoir, et en fonction de ça on arbitre sur les régimes fiscaux. Ok. Tu peux nous donner quelques chiffres là, puisqu'on est au moment de combien ça coûte. Je pense qu'autant le balayer tout de suite. Sans souci. Alors quand on est en location meublée non professionnelle, dans la plupart des cas, on peut bénéficier d'une réduction d'impôt pour frais de comptabilité, ce qui fait que sur le coût affiché de la comptabilité, vous n'allez en payer que un tiers. Donc globalement, le reste à charge pour vous, c'est 300-400 € par an. Ça peut varier selon les cas, mais en ordre de grandeur, on est à peu près là-dessus. Donc effectivement, ramener soit une taxe foncière, soit une charge de copropriété, c'est pas grand-chose, et surtout, c'est à mettre en relation avec l'économie d'impôt qui est faite. C'est-à-dire que quand on fait les calculs, on se dit ma fiscalité, ça peut être soit ça, soit ça. Si je choisis une option où il y a de la comptabilité, quel est le coût de la comptabilité? Il faudrait pas que la comptabilité coûte plus cher que la fiscalité. Oui, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu parles du coup de cet avantage fiscal. On aimerait bien savoir à peu près quel va être le montant de l'imposition avec le régime LMNP. On peut peut-être le comparer par rapport au régime foncier, par exemple. Oui, tout à fait. Effectivement, en régime foncier, on n'a pas cette mécanique d'amortissement-là. Donc sur les loyers qu'on va percevoir, on va pouvoir déduire quelques charges. Globalement, vous vous trompez pas en disant que vous avez à peu près, par rapport au loyer encaissé, 30% de charges. Dans ces 30% de charges-là, on a la taxe foncière, on a l'assurance propriétaire non occupant, on a les charges de copropriété, si c'est un bien qui est en copropriété, on peut avoir des intérêts d'emprunt, si on a financé le bien par un emprunt. Globalement, 30%, ça donne un bon indicateur. Okay. Donc du coup, on touche les loyers en revenus fonciers, en location nue, on enlève ces 30%-là, et le reste est soumis à impôt. Soumis à impôt dans votre tranche marginale d'imposition et soumis à CSG CRDS, 17,2%. Donc parfois en revenu foncier, alors même qu'on n'a pas de cash flow, que les loyers viennent payer l'emprunt, parfois ça génère de la fiscalité.
L'idée en location meublée non professionnelle, c'est que dans la plupart des cas, on arrive à un résultat qui est nul ou négatif. Plus vous allez avoir un bien rentable, plus potentiellement ça va générer un résultat positif. Mais du fait de l'amortissement, généralement, on a un résultat nul ou négatif, et donc on n'a pas de fiscalité. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, on peut tout déduire. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'on peut déduire ou amortir sur le régime LMNP? Ouais, en location meublée non professionnelle, si on part du début sur l'investissement, on va pouvoir amortir le bien, on va pouvoir amortir les meubles. Donc les meubles, on les amortit, on les passe en charge sur des durées plus courtes. Généralement, on part sur 5-7 ans. La durée de vie un petit peu de ce qu'on peut mettre comme équipement dans le bien. Et on va également gérer les frais d'agence, les frais de notaire. Alors selon les cas, on les déduit la première année ou on les amortit. On fait les calculs sur ce qui est le plus intéressant dans le temps. Donc ça, sur la partie investissement, tout ça c'est traité. Après, on déduit tous les frais que j'ai évoqués, taxes foncières, charges de copro, assurance propriétaire non occupant, frais de comptabilité s'il y a des frais de comptabilité. Et tout ce qui va être entretien, renouvellement du mobilier, c'est également déductible. Donc, globalement, toutes les dépenses qui vont être faites pour l'investissement, ça va être fiscalement déductible. Ok, très bien. On peut peut-être parler, parce qu'on a beaucoup de questions, il y a des gens qui sont déjà propriétaires d'un bien immobilier et qui souhaitent le passer en LMNP, donc ils avaient avant des revenus fonciers, mais on a également des personnes qui achètent des logements sur lesquels il y a un locataire en place avec des revenus qui sont fonciers, et puis ils prévoient qu'en fait au départ du locataire, il passe sur le statut LMNP. Du coup, là on a parlé des amortissements, des frais de notaire, des frais d'agence, qu'on pouvait soit passer en charge, soit passer en amortissement. Mais là, du coup, comment on fait dans cette situation? Alors effectivement, dans bien des cas, on peut être propriétaire d'un bien ou le devenir prochainement. On peut être propriétaire d'un bien, soit qu'on utilisait comme résidence principale, soit qui était donné en location, soit qu'on avait par héritage. Bref, pas un bien qu'on achète directement. Et à ce moment-là, on peut tout à fait le passer en location meublée. L'intérêt, c'est qu'on va l'amortir sur sa valeur à aujourd'hui, non pas sur un prix d'acquisition historique. Donc, quand on voit l'évolution du prix du marché, qu'on amortit un bien sur les valeurs à aujourd'hui alors qu'on l'a acheté il y a 10 ans, c'est pas négligeable du tout. Et on peut donc tout à fait passer de revenus fonciers à de la location meublée. Faut changer le bail qui est en place. Ça peut être le cas quand on achète un bien, il y a un bail de location nu en place. Ça nous intéresse pas trop, donc là, il faut forcément avoir l'accord du locataire pour signer un bail meublé. Ça s'explique assez bien en disant que c'est pour des raisons fiscales. Et à ce moment-là, à partir du moment où on remplit bien toutes les conditions, on bascule en location meublée. D'accord, très bien. Maintenant, si une personne, par exemple, elle a des revenus fonciers, donc du non meublé, et puis elle achète un bien immobilier, elle souhaite faire du LMNP, est-ce que c'est possible de bénéficier de ces deux régimes? On peut tout à fait avoir à la fois des revenus fonciers issus de location nue et à la fois de la location meublée non professionnelle sur des loyers issus de location meublée. On n'a pas du tout d'incompatibilité là-dessus. La seule incompatibilité qu'on a, c'est qu'on ne peut pas faire et du régime réel et du régime micro. Je peux pas avoir un bien en location courte durée classé au régime micro et un bien en colocation au régime réel. Ça marche pas. D'accord. Quand je suis en LMNP, je suis soit tout au réel, soit tout au micro. C'est d'ailleurs pareil pour les revenus fonciers, soit je suis au micro, soit je suis au réel. Par contre, rien n'empêche d'avoir des sources de revenus issues de revenus fonciers et de location meublée. On peut peut-être donner un exemple. On peut avoir une stratégie de déficit foncier sur des revenus fonciers et de la location meublée à côté. D'accord, très bien, c'est très clair. Quelles sont les limites du LMNP? Alors, les limites en tant que telles, j'en vois pas sur. Alors peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, un peu d'administratif à faire, peut-être un peu plus d'administratif que sur du revenu foncier, mais ça reste très léger parce que dans la plupart des cas, c'est pas vous qui faites la déclaration, mais c'est un cabinet d'expertise comptable qui le fait pour vous. Donc il y a quelques éléments à transmettre, mais ça va pas chercher bien. Peut-être une précision sur la location meublée. On a la possibilité aujourd'hui d'utiliser le régime fiscal de la location meublée non professionnelle au travers d'une société. D'accord. Donc pas dans une SCI,
mais en SARL de famille quand on investit avec des membres du cercle familial, ou bien à travers de SNC, Société en nom collectif. On peut le faire. Donc parfois, si on veut investir à plusieurs, généralement on se dit on fait une SCI. Mais SCI, on peut pas faire de location meublée non professionnelle. Du moins, on peut pas utiliser le régime fiscal de la location meublée non professionnelle. Donc si on veut pas être en indivision sur un bien, on a parfois tout intérêt à aller travailler sur une structure de société qui permet de le faire. D'accord, très bien. On peut le faire en société. Très bien, ça c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des plafonds? Alors effectivement, on parle de location meublée non professionnelle, mais on a un autre régime fiscal qui est la location meublée professionnelle. Ces deux régimes fiscaux ont des règles différentes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on ne choisit pas, du moins on ne choisit plus d'être professionnel ou non professionnel. C'est la conséquence d'une situation de fait. Donc ce qui est important, c'est de l'anticiper, parce que aller dans le régime de location meublée professionnelle en connaissance de cause, c'est pas un souci. Généralement, si on devient loueur en meublé professionnel et qu'on ne l'a pas anticipé, c'est des mauvaises surprises. Donc, de façon assez simple, tant qu'on a moins de 23 000 euros de loyer de location meublée, on est non professionnel. D'accord. Dès lors qu'on va dépasser les 23 000 euros de loyer, va falloir comparer les revenus d'activité du foyer fiscal au loyer perçu. Donc, peut-être un exemple pour illustrer ça. J'ai 40 000 euros de loyer, j'ai 30 000 euros de revenus, je suis professionnel. Okay. À l'inverse, j'ai 100 000 euros de loyer, mais j'ai 150 000 euros de revenus d'activité, je reste non professionnel. Donc là, quand on fait les arbitrages au moment des investissements, on aime bien pas trop monter en loyer parce qu'on connaît les revenus d'activité qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, revenus d'activité, globalement, c'est les salaires du foyer fiscal. Monsieur, madame, sur les salaires. On peut avoir des accidents de la vie, un nouveau projet professionnel qui fait qu'on diminue nos revenus d'activité. Et du coup, on peut basculer de fait en location meublée professionnelle. Donc, généralement, on s'attache à faire quelques investissements en location meublée non professionnelle et après, on va travailler d'autres régimes fiscaux. De la même manière qu'on diversifie les investissements en termes de situation géographique, de type de bien, on diversifie aussi les régimes fiscaux qu'on utilise pour ces investissements. D'accord. Donc en fait, on est forcément en LMNP si on perçoit moins de 23 000 euros de loyer, enfin de choses qui sont encaissées, c'est ça? La spécificité, c'est pas seulement les loyers, mais c'est également les charges. C'est vraiment tout ce que le locataire a viré sur votre compte bancaire. C'est exactement ça. D'ailleurs, là, on parle de compte bancaire. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte bancaire dédié? Alors, on n'a pas d'obligation quand on est LMNP d'avoir un compte bancaire dédié. Moi, c'est vrai que je le recommande pour une raison qui est simple, c'est de connaître la rentabilité sonnante et trébuchante du bien, parce qu'on peut dire j'ai investi tant, j'ai tant de loyer, ma rentabilité brute c'est 6%. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir une fois que j'ai payé ma taxe foncière, mes charges de copro, est-ce qu'il faut que je remette au pot ou est-ce que au contraire ça me paye mes vacances? Et donc du coup, en ayant un compte bancaire dédié, les locataires payent leur loyer dessus, on paye l'emprunt, on paye tout dessus, et on voit bien s'il faut qu'on en rajoute ou si au contraire on peut se servir. Donc moi, c'est plutôt sur cet aspect-là que je trouve intéressant d'avoir un compte bancaire dédié, mais c'est pas une obligation. D'accord, très bien. Alors, on a également des personnes qui vivent à l'étranger. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier du régime LMNP? Alors effectivement, la fiscalité immobilière, elle est dans la plupart des cas liée à la situation géographique du bien. Donc si on est expatrié, on peut tout à fait faire de la location meublée en France. Là où il faudra être vigilant, c'est sur le seuil pro et non pro, parce que on n'a plus de revenus fiscaux français quand on est expatrié. Donc du coup, il faut vraiment se limiter à 23 000 euros. D'accord. On peut faire le reste en SCI, dans d'autres types de structures, c'est pas un souci. Mais il faut bien se limiter à ça, mais il n'y a pas de difficulté à faire de la location meublée non professionnelle quand on est expatrié. C'est vrai que ça peut aller vite. Par exemple, nous, sur des projets d'immeubles ou de colocation, on peut facilement dépasser les 23 000 euros et on a des clients qui gagnent très bien leur vie, mais à l'étranger. Et effectivement, on est obligé de limiter soit le nombre de chambres, soit aller sur un autre type d'investissement pour pas dépasser ce seuil de 23 000. Effectivement, c'est bien comparé aux revenus d'activité, donc c'est les revenus qui sont déclarés sur la fiche d'impôt, mais fiche d'impôt française. Ok. On peut peut-être maintenant parler un petit peu d'impôt sur les plus-values, parce que là,
On a vu un petit peu l'intérêt fiscal sur la détention, mais au moment où on revend le bien immobilier, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, quand on revend le bien, on est soumis à la fiscalité qui s'appelle plus-value immobilière des particuliers. C'est le même régime de plus-value qu'un bien qu'on détient soi-même, alors je mets de côté la résidence principale, mais qu'on louerait par exemple en revenu foncier. C'est exactement le même régime, même mode de calcul, on prend le prix de vente, on enlève le prix d'achat, ça nous donne le montant de la plus-value. Et cette plus-value-là, elle va être fiscalisée sur deux plans, impôt sur le revenu 19% et CSG-CRDS 17,2%. Sachant que dans le régime, on a un abattement pour durée de détention, ce qui veut dire que plus on garde le bien longtemps, moins on paye d'impôts. Les 5 premières années, on n'a pas de réduction, on paye 19 et 17,2. Et plus on va aller dans le temps, moins on va avoir de fiscalité, et au bout de 30 ans, on est exonéré de plus-value. Donc là, ça veut quand même dire que sur un prix d'acquisition qu'on a amorti, on le redéduit à la sortie. Donc ça, c'est vraiment la grosse force de la location meublée non professionnelle, c'est qu'à la fois, on a une fiscalité légère pendant la durée de détention, mais sur un bien qu'on conserve dans le temps, on a aussi une fiscalité légère à la sortie. Ok. Quand on investit dans l'immobilier, on investit pour les prochaines années, souvent avec des horizons de 3, 5, 7, 15 ou 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que va devenir le régime LNP dans les années qui arrivent? Parce que beaucoup d'investisseurs ont peur, parce qu'il y a des vents, des rumeurs sur des changements sur ce régime-là. Qu'est-ce que tu penses pour des gens là qui choisiraient aujourd'hui ce régime? Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? C'est dommage, je suis pas venu avec ma boule de cristal, sinon j'aurais dit quelque chose. Non, alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Par le passé, et même le passé assez récent, on a des évolutions sur le régime de location meublée, professionnelle, non professionnelle, il y a des évolutions. Aujourd'hui, potentiellement, si le régime est réformé, ça fait des recettes importantes pour l'État, donc on pourrait anticiper une réforme de ça. Après, c'est un régime qui est relativement peu connu, ce serait pas une réforme automatiquement très populaire. Les élections sont passées, mais c'est pas forcément quelque chose qui sert un intérêt politique particulier. Dire est-ce que ça va bouger, oui, non, moi j'en sais rien, je sais ce qui existe aujourd'hui, et on entend des rumeurs comme quoi à l'Assemblée, tout le monde a un LMNP, donc ils n'auraient pas d'intérêt à voter une loi qui les dessert et qui est pas populaire. Maintenant, est-ce que ça va évoluer? Oui, la fiscalité elle bouge. Donc on saura s'adapter à ce moment-là, on a su s'adapter au moment des évolutions, location meublée, professionnelle, non professionnelle. S'il faut apporter les biens à d'autres types de structures, changer, etc., on fera avec comme d'habitude, on n'est pas très inquiet là-dessus. On arrive à la fin de cette vidéo. François, est-ce que tu as un dernier conseil à donner? Ouais, alors moi le conseil que j'aime bien donner, c'est anticiper votre fiscalité. Souvent on regarde combien j'achète mon bien, combien je vais pouvoir le louer, etc. S'il n'y a pas un focus qui est fait, et je vous recommande avec un professionnel de dire quelle va être ma fiscalité liée à ce bien-là, parfois c'est la douche froide ou quand on fait la déclaration d'impôt, on se dit finalement j'ai 3 000 € de fiscalité et je ne l'avais pas anticipé. Donc vraiment bien sécuriser le régime fiscal dès l'origine du projet. Pour choisir le bon régime fiscal, ça peut être la location meublée non professionnelle au régime réel. Peut-être que dans votre situation c'est autre chose, mais sécurisez-le au début du projet. Merci François, merci d'être venu. Si vous avez une question, posez-la en commentaire, on y répondra le plus rapidement possible. À bientôt les investisseurs. À bientôt.